Ok. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abdoulaye. Je suis commercial à Bamtou. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. C'est un plaisir de voir autant de personnes qui sont intéressées par ChatGPT et qui partagent aussi notre passion à nous, chez nous, Bamtou, sur l'intelligence artificielle et sur la valorisation de données. Alors, vous voyez bien mon écran, hein? Dergen, tu me confirmes? Oui, c'est bon, très Oui, bien. on voit bien ton écran. OK, parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Avant ça, on va bien sûr nous présenter pour que vous puissiez savoir qui nous sommes et qui est en train de vous présenter ChatGPT. Avant d'entrer dans le vif du sujet aussi, on va passer en revue quelques notions intéressantes à savoir pour mieux comprendre ce qu'est ChatGPT et comment ça a été conçu, des notions sur l'intelligence artificielle et sur les langages, sur les modèles de langage. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet, où on va parler de ChatGPT, des opportunités que ça offre et surtout des limites importantes à savoir dans ce moment où la tendance est surtout vers la hype. Et bien sûr, on va terminer sur une session de questions-réponses. Alors, quelques règles pour nous assurer que l'expérience de ce webinaire sera la meilleure pour tout le monde. Vous avez dans votre menu une section qui s'appelle Q&R. Cette section est essentiellement dédiée aux questions pour vous si vous voulez les poser. La section discussion est disponible, mais c'est plus pour discuter, pour donner son avis ou pour faire remonter certaines informations. Mais la section Q&R, c'est vraiment dédié aux questions et ça va nous permettre à nous, lorsque on va aller chercher des questions, aller prioritairement à cette section. Et pendant que chaque intervenant va intervenir, vous pourrez poser des questions. Après chaque intervention individuelle, on va répondre aux questions. Et la vidéo et le son ont été coupés pour chaque spectateur. C'est juste pour limiter les distractions. Donc, c'était juste ça en guise d'introduction. Maintenant, on va commencer. Donc, d'abord, Bamtou. Bamtou, on est un groupe avec plusieurs filiales. Maintenant, de manière générique, on fait du développement. On développe des solutions informatiques, que ce soit des applications mobiles, applications web, sites web et autres. On a aussi des solutions déjà prêtes à être utilisées. Donc, des solutions qui dématérialisent, qui automatisent des processus au sein d'une organisation, comme la comptabilité, les ressources humaines, la gestion de projets, etc. On est aussi des spécialistes de la donnée. Donc, on accompagne les organisations à tirer le maximum de profit sur leurs données, en la centralisant, en construisant des tableaux de bord pour leur permettre de suivre des indicateurs et aussi en appliquant des modèles d'intelligence artificielle sur ces données-là pour aller plus loin dans l'automatisation, dans la prédiction ou résoudre des problématiques très spécifiques. La formation, donc on forme des personnes, des entreprises, des organisations sur le développement, le business intelligence et même le data science. Et le cloud et DevOps, on a une expertise sur ces plateformes qui nous permettent d'accompagner toute organisation dans la gestion de son infrastructure. On a plus de 14 ans d'expérience et on a travaillé avec plus de 100 clients répartis un peu partout en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Et juste pour ne citer que, on a travaillé avec la Banque centrale, avec Partech, avec Orange Free, et oui, avec Marodi, pour ceux qui le connaissent, ATPS, etc. Et la valorisation de données chez nous, c'est une passion et une profession en même temps, les deux. Donc, des chatbots, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de mettre en place. Notamment, on a déjà mis en place une solution qui permet de converser en Wolof, par exemple. Là où le Wolof, c'est la langue locale au Sénégal. Un chatbot pour sensibiliser les populations sur l'hémophilie. On a même mis en place un chatbot pour une banque pour
voilà, faire des opérations classiques comme la consultation de solde et autres. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on a déjà l'habitude de mettre en place. Donc, raison pour laquelle ChatGPT aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et c'est quelque chose que l'on a pris le temps d'étudier pour, voilà, vous donner notre avis d'expert lors de ce webinaire. En plus du chatbot, donc, il y a d'autres cas d'utilisation de l'intelligence artificielle que l'on a déjà mis en place comme Galier, qui permettent d'extraire des données automatiquement à partir d'une image. Donc, l'image, ça peut être une carte d'identité, un passeport ou bien voilà, des relevés bancaires, des factures. Quel que soit le document, Galier peut extraire automatiquement les informations et vous l'envoyer là où vous souhaitez l'avoir, que ce soit dans votre système d'information ou bien dans une base de données, etc. Il y a d'autres cas d'utilisation aussi que l'on a déjà mis en place, que l'on expérimente aussi, qui est la détection de churn, le scoring, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que ChatGPT, c'est quelque chose qui nous intéresse et l'intelligence artificielle, de manière générique, c'est déjà une expertise que l'on avait en interne depuis très longtemps. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aussi ChatGPT nous a intéressés et on voulait vraiment vous partager notre avis d'expert sur cet outil et aussi avoir votre avis là-dessus. Donc, je vais me limiter là, je ne vais pas tirer en longueur. Je vais passer la main à mes collègues. Dergen, c'est bon, je peux arrêter le partage. Oui, OK. merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Donc là, est-ce que vous voyez les slides? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux peut-être mettre en mode Japon. Oui. OK. Alors, merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette introduction. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de prendre part à cette session d'échange. Donc, moi, je m'appelle Dergen Baye, je suis doctorant en informatique et ingénieur en recherche et développement à Bamtou. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec quelques premiers pas dans ChatGPT. Alors, ChatGPT est cette innovation majeure de l'année 2022, qui a déchaîné les passions et qui est présentée un peu comme l'IA à tout faire depuis sa sortie en novembre dernier. Et donc, l'objectif de ce webinaire est un peu de vous présenter cet outil-là. Et quoi de mieux que ChatGPT pour vous parler de ChatGPT lui-même. Donc, là, vous voyez l'interface de ChatGPT. Oui. OK, super. Donc, quand vous vous connectez en fait sur l'outil, donc vous avez un écran comme ça et l'outil vous invite à saisir des messages. Donc là, vous pouvez par exemple le saluer. Donc, bonjour, comment puis-je vous aider? Et là, on peut lui demander de se présenter ou lui demander ChatGPT, fais-tu concrètement quoi? OK, donc là, il va commencer à nous donner des réponses. Et il nous dit que ChatGPT est un assistant virtuel qui est conçu pour répondre aux questions, fournir des informations. Il a été entraîné à utiliser l'apprentissage automatique pour générer des réponses à des questions et des demandes d'informations de manière précise. Donc, il est ici pour nous aider à trouver des réponses, etc. OK. On va lui demander d'où est-ce qu'il vient, par exemple. Voilà, il nous dit qu'il a été développé par OpenAI, qui est une organisation de recherche en intelligence artificielle, etc., qui a développé plusieurs modèles de langage de grande envergure, tels que moi. Donc là, déjà, on voit des mots-clés qui commencent à sortir. On voit modèle de langage. Il s'est tantôt présenté comme un assistant virtuel. Et là, il se présente encore comme un modèle de langage. Donc, il a été développé par OpenAI. Il a été entraîné en utilisant l'apprentissage automatique. Donc là, on voit déjà quelques mots-clés se dégager de ça. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ChatGPT, c'est d'abord un grand modèle de donc les modèles de langue, les language models. Donc, ce sont des systèmes statistiques qui ont été formés à partir de quantités massives de données.
afin qu'il puisse prédire avec précision le mot suivant dans une phrase donnée. Donc, par exemple, si on lui donne une phrase comme le président du Sénégal est, donc lui, il va prendre tout ça et va prédire Macky. Ensuite, on va lui donner tout ce qu'on vient d'avoir, le président du Sénégal et Macky, on va lui donner, et on lui demande de prédire le mot le plus probable, il va sûrement prédire Sall, et ainsi de suite. Donc, c'est de manière basique, donc ce que font les grands modèles de langue. Donc, ensuite, il nous a dit qu'il est un assistant virtuel, donc un agent conversationnel. Donc, ces modèles de langue-là sont entraînés sur des quantités massives de données. Et dans le cas de ChatGPT, ces données ont été adaptées sur un corpus conversationnel. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que le système puisse avoir une capacité remarquable à interagir sous forme de dialogue conversationnel. Et pour ça, on va prendre le modèle linguistique de base qui ici est GPT-3 et plus précisément une amélioration de GPT-3 qu'on appelle GPT 3.5. On a utilisé ici GPT-3 spécifiquement parce que c'est un système qui a été aussi très célèbre, un peu comme ChatGPT qui a déployé beaucoup de passion, qui a déchaîné beaucoup de passion à sa sortie. Et c'est ce système-là qui a été réutilisé et adapté ici pour qu'il puisse discuter de manière conversationnelle. C'est pourquoi on peut aussi voir ChatGPT comme un agent conversationnel. Et ici, il nous dit qu'il a été développé par OpenAI. Okay, donc OpenAI, c'est une société d'intelligence artificielle. C'est plus un laboratoire de recherche en intelligence artificielle et qui est souvent présenté comme une société à but non lucratif. Donc ici, on a voulu un peu faire la part des choses entre la maison mère qui est OpenAI Inc., qui elle est à ce but non lucratif, d'une de ses filiales qui s'appelle OpenAI LP, donc qui est elle presque à but lucratif, qui est à bénéfice plafonné. Donc ils ont donné beaucoup de détails dans leur site. Donc on vous invite à aller voir. Donc avant de présenter quelques exemples sur ChatGPT, donc on a voulu parler d'un concept qui est très important qui s'appelle le prompt engineering. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le message qu'on donne à ChatGPT en lui indiquant la tâche qu'on souhaite qu'il réalise, en fait, ce message-là, c'est ce qu'on appelle un prompt. Donc, c'est un invite. Et le prompt engineering ou l'ingénierie des invites, donc c'est ici un concept du traitement du langage naturel qui consiste à découvrir des entrées qui produisent des résultats qui sont souhaitables ou utiles. Donc, fondamentalement, la question à laquelle on essaie de répondre ici, c'est comment faire pour formuler notre requête de la manière la plus concise et claire possible, de sorte à avoir le résultat le plus souhaitable possible. Donc, c'est à peu près le prompt engineering. Et ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est que ce n'est pas un concept qui a été explicitement développé par les ingénieurs de chez OpenAI. En fait, il y a un phénomène qui a tendance à apparaître lorsqu'on forme ces grands modèles de langue. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités émergentes. C'est-à-dire qu'en développant ces énormes modèles d'apprentissage automatique, il y a de ces fonctionnalités-là qui apparaissent alors qu'ils n'ont pas été vraiment demandées à la base. Et le prompt engineering en fait partie. Ici, il y a un exemple typique qui est que lorsque dans le corpus d'entraînement, si on trouve des textes qui sont équivalents dans des langues différentes, le modèle va finir par apprendre à traduire d'une langue A vers une langue B. Et c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités émergentes ou le terme scientifique qui est habilité émergente. Donc, il y a ici un article scientifique qui détaille un peu ce phénomène-là. Et pourquoi le prompt engineering est important, c'est que, on va en parler par la suite, mais ici déjà, il y a 2 points importants à garder lorsque vous concevez vos invites. C'est que de un, le prompt, donc l'invite, il sert à guider le modèle pour générer une utile. Donc, si on prend l'exemple illustré ici, donc c'est un exemple d'une tâche de résumé. Donc, on lui donne un texte, donc ce sont les traits un peu grisés ici, et on lui donne un mot-clé ici, qui est la clé de sortie, la clé de génération. Ici, c'est in summary ou en résumé. Donc, typiquement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on lui donne un texte, et juste après le texte, on lui dit en résumé 2 points, et on cherche à guider le modèle pour qu'il puisse nous donner la version résumée du texte juste à la suite. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, le premier point essentiel ici, c'est que le prompt, donc l'invite, le message que vous envoyez à ChatGPT sert à guider le modèle pour qu'il puisse faire une bonne génération en sortie.
Et le deuxième point important, c'est que vous êtes invité à essayer plusieurs formulations différentes de votre même prompt. Pourquoi? Parce qu'en fait, un même message, donc une même requête, un même prompt ici, formulé différemment, peut conduire à des résultats différents. Et cela peut se produire, par exemple, lorsque nos modèles ont appris ces différentes formulations-là dans des contextes qui sont très différents et à des fins qui sont très différentes. Donc, si vous les utilisez, ces mêmes prompts-là, vis-à-vis d'un humain, vont paraître similairement très proches, alors que le modèle aura tendance à interpréter ça différemment. Et une façon qui est conseillée de faire, c'est de donner suffisamment de contexte au modèle avant la tâche en ajoutant du texte de part et d'autre de votre prompt. Donc, si on reste dans l'exemple du résumé, donc au lieu de lui donner juste le texte à résumer et le mot-clé, vous pouvez commencer par lui dire, OK, ceci est un article qui doit être suivi par un résumé qui est écrit en langue informelle. Donc là, vous commencez par camper le contexte. Ensuite, vous mettez le texte, qui est le current input. Et ensuite, vous mettez l'indicateur de sortie, qui est in summary, pour avoir la sortie. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc, on a voulu présenter cet aspect-là parce qu'il a un intérêt double. C'est que des systèmes comme ChatGPT ne sont pas forcément toujours gratuits, ou s'ils commencent avec une forme gratuite, ce n'est pas sûr qu'ils vont le rester. Donc, on va tout à l'heure parler de OpenAI LP, qui est la branche à bénéfice plafonné. Et OpenAI a déjà eu à présenter des modèles comme ChatGPT qui sont payants, comme le modèle DALL-E. Et typiquement, le modèle économique qui est utilisé, c'est que vous êtes taxé au prompt. Donc, chaque prompt que vous faites, vous devez payer pour ça. Donc, imaginez, vous êtes une entreprise, vous voulez exploiter ChatGPT, vous avez des centaines de prompts à faire. Donc, dans ces cas, vous ne pouvez pas vous permettre d'essayer un nombre important de formulations par prompt. Donc, le budget va risquer d'exploser. Et ici, vous aurez besoin d'avoir les meilleurs prompts qui conduiront aux meilleures sorties en un minimum d'essais, en un minimum de tentatives pour maximiser le rapport entre les deux. Et l'autre chose aussi, c'est que des modèles comme ChatGPT sont énormes. Donc, je pense par la suite, on va revenir là-dessus. Donc, ce sont des modèles qui occupent de l'espace de stockage qui est tellement volumineux qu'il n'est juste pas concevable de les télécharger sur notre machine pour pouvoir les tester. Et ce qui fait que la seule façon d'étudier ces modèles actuellement, c'est via le prompting. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important en fait de développer les bonnes intuitions pour pouvoir concevoir des requêtes qui sont plausibles. Donc là, on va retourner sur ChatGPT et essayer un peu d'essayer quelques tâches. Donc, une tâche qu'on pourrait essayer de lui demander, c'est par exemple, on peut lui demander de nous rédiger, par exemple, un email. Bon, rédige-moi un email qui répond, par exemple, à un appel d'offres de fourniture d'équipement de bureau, par exemple. Équipement. Ok, donc c'est une requête simple. Ok, donc là déjà, il va nous donner un exemple d'email. Donc, il nous met un objet réponse à l'appel d'offres de fourniture d'équipement de bureau. Donc là, on voit que ce genre de système-là peut nous faire gagner énormément de temps. Donc, pour des tâches comme ça, au lieu de partir de rien et essayer de penser à un email, donc on peut venir ici et générer directement une requête. Et avec les principes qu'on a évoqués tout à l'heure dans le prompt engineering, on peut designer la sortie de telle façon qu'on va après minimiser nous le travail qu'on aura à faire pour adapter ça. Et ça peut être très utile. Donc, par exemple, là, on peut voir à quel point le texte peut être pertinent. Nous avons l'honneur de vous soumettre notre offre de fourniture d'équipement de bureau suite à votre appel d'offres. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous laisse des placeholders, c'est-à-dire des places que nous, on peut ensuite venir juste remplir. Donc, notre entreprise, notre entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel, etc., etc., nous sommes convaincus que notre offre répond parfaitement aux exigences, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement exploitable.
Un autre cas pratique serait que, par exemple, supposons notre président est sorti, il a fait un discours donc, dans un événement donné. Donc, vous n'avez pas suivi l'événement, vous n'avez pas envie de suivre l'événement, vous n'avez pas envie d'aller lire la version longue du discours. Donc, vous pouvez juste venir, vous dire, OK, donc voici, par exemple, disons, une allocution du président, par exemple, du Sénégal, Monsieur Macky Sall, par exemple. Et là, on copie, on colle le discours. On lui demander de résumer-moi ce texte, par exemple. Et là, il nous donne juste une version résumée de ce que le président a dit. Donc là, on a utilisé un cas simple. Donc, on lui a juste dit résume-moi ce texte, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. On aurait pu lui dire, par exemple, résume-moi ce texte à la façon d'un journaliste qui fait un reportage, par exemple, ou à la façon d'un journaliste qui fait une émission là-dessus. Donc, déjà, vous commencez à avoir en fait des domaines dans lesquels ce type de système peut être très utile. Comme dans le cas du journalisme que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut rapidement avoir des versions résumées dans un style bien défini, avec d'autres contraintes que vous pouvez ajouter pour pouvoir avoir la sortie souhaitée. Donc, vous voyez là, on a un texte qui est très long. Et là, il dit, dans cette allocution, le président Macky Sall célèbre la journée de l'Afrique et rend hommage aux pères fondateurs, etc. Il souligne des avancées significatives. Et là, on peut voir aussi une autre application qui est très pertinente, qui sont les conditions d'utilisation. Donc, généralement, quand on s'inscrit dans une plateforme, on nous donne une condition d'utilisation qui est très longue et que personne ne lit jamais. On vient juste et on clique sur « J'ai lu et j'accepte » sans faire attention au contenu. Donc, une façon de faire serait, par exemple, de penser à une application qui prend les conditions d'utilisation et les résume pour juste avoir les points importants. Et au lieu de juste accepter aveuglément, donc vous pouvez avoir une idée du contenu des conditions d'utilisation pour pouvoir avancer. Et là, un dernier exemple serait par exemple les lettres de motivation. Donc, on voit souvent sur les réseaux sociaux la plupart des gens qui postulent à des offres d'emploi, généralement le font de manière un peu désorganisée, de manière désordonnée. Généralement, vous voyez des gens qui envoient des mails, par exemple, sans objet, dont le contenu n'est pas adéquat. Donc là, dans ces cas précis, quelqu'un peut venir dire, OK, rédige-moi, par exemple, une lettre de motivation, par exemple, pour un poste d'ingénieur en informatique dans une entreprise qui s'appelle Bamtou, par exemple. Ouais, bon, on va se mettre là. Et là, en fait, comme à l'image de ce qu'on avait précédemment, on peut se retrouver avec un template d'email qu'on peut réutiliser voilà, et envoyer pour notre usage personnel. Et là aussi, comme précédemment aussi, on peut ajouter d'autres contraintes, on peut indiquer notre situation précisément en disant que oui, on a tant d'expérience, on a telle capacité, telle autre capacité, pour qu'il puisse intégrer tout ça dans le mail qu'il va générer. Donc ça, ce sont des exemples d'applications que je trouve personnellement très pertinentes. Et ça donne en fait une idée de la puissance de tel système, en fait, de l'impact que ça peut avoir dans nos vies, de l'impact que ça peut avoir dans beaucoup de domaines. Et on va essayer de voir quelques domaines un peu plus spécifiques où ChatGPT peut vraiment avoir un impact réel. Donc, un exemple de cas d'usage ici, bon, c'est déjà la fourniture de réponses aux questions, comme on est en train de le faire. Ici, avec une petite précision, que parfois, les réponses de ChatGPT peuvent être authentiquement fausses. Donc, c'est quelques-unes des limitations que l'on va voir par la suite. Qu'on va voir par la suite. Donc, il y a actuellement beaucoup de rumeurs sur la possibilité que ChatGPT soit une alternative plausible à Google Search. Donc, les gens commencent à se dire, OK, bon,
Si je peux directement avoir la réponse à ma question sur ChatGPT, pourquoi aller sur Google? Et ça commence à vraiment faire réfléchir les gens de chez Google. Et récemment, le CEO est sorti pour envoyer un code rouge pour inciter les ingénieurs de Google à revoir le développement de nos produits, à se centrer un peu plus sur l'IA. Donc, je pense que c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Un autre cas d'usage est le développement d'applications informatiques. Donc là encore avec une précision, comme quoi que ça peut être une partie du processus de développement logiciel. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui vient remplacer carrément les développeurs. Donc actuellement, il y a, je pense, une crainte qui est très partagée dans plusieurs domaines, comme quoi ChatGPT viendra les remplacer. Et cet aspect-là sera développé davantage dans la suite. Donc, il peut être utilisé comme assistant de conversation ouverte. Donc, pour, par exemple, combler les besoins naturels d'interaction des humains. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en exergue durant le COVID, par exemple, avec les restrictions. Et d'autres cas d'usage qui peuvent être un peu plus techniques, comme le fait de générer des requêtes SQL. Donc, les requêtes SQL, en fait, c'est des façons de communiquer avec une base de données. C'est très technique, très codifié. Et pour des personnes qui ne sont pas initiées, par exemple, ils peuvent juste venir sur ChatGPT et lui dire, OK, génère-moi une requête SQL qui m'affiche, par exemple, toutes les dépenses qui ont été faites dans telle date, après il te génère ça. Donc, ChatGPT peut aussi être utilisé pour générer de meilleurs prompts. Donc, tout à l'heure, on a parlé du prompt engineering. Donc, vous voyez que c'est une activité qui demande beaucoup de créativité. Si vous n'êtes pas trop inspiré, vous ne trouvez pas des formulations différentes de votre requête. Donc, pourquoi pas demander à ChatGPT, OK, quelles sont d'autres formulations pour telle requête, par exemple. Et là, ChatGPT va vous donner des différentes formulations. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement pour ChatGPT. Donc, il existe d'autres modèles de langue, un peu comme ChatGPT, mais qui, au lieu d'être basés sur uniquement du texte, donc sont basés sur la génération d'images. Donc, c'est notamment un modèle qui s'appelle DALL-E, donc qui a aussi été développé par OpenAI. Et là-bas, vous pouvez générer des images juste à partir de descriptions textuelles. Et là, ce sera le même concept. Les descriptions textuelles sont des prompts et vous pourrez aussi demander à ChatGPT de vous donner des prompts pour d'autres modèles, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres cas d'usage de générer des données d'entraînement pour d'autres IA. Donc, ça va revenir lorsqu'on va présenter le principe d'entraînement de ChatGPT. Donc, ça peut aussi être utilisé pour structurer des données brutes. Donc, des cas d'application dans des domaines plus spécifiques. Donc, on a parlé tout à l'heure de la tâche de résumé. Donc, ça peut être utilisé dans le contexte médical, par exemple, pour résumer des dossiers médicaux en fonction de différents facteurs. Ça peut aussi être utilisé pour résumer des articles scientifiques. Donc, moi, par exemple, j'évolue dans le monde de la recherche. Et c'est un environnement qui bouge très vite. Donc, on a tous les jours des centaines et des centaines d'articles scientifiques qui voient le jour. Et ça devient rapidement impossible, en fait, pour un humain de tous les suivre. Et un bon moyen serait juste d'avoir des versions résumées des articles pour rapidement identifier les plus pertinents. Ça peut être utilisé dans la rédaction de textes généraux, donc comme on vient de le voir, avec les courriels, donc les textes de présentation de webinaire, par exemple. Le texte qu'on a utilisé pour communiquer sur ce webinaire-ci, donc on l'a généré avec ChatGPT, et vous pouvez faire de même avec d'autres événements, etc. Ça peut servir de foire aux questions. Donc, plusieurs sites web ont des FAQ. Donc, au lieu de juste renvoyer les utilisateurs vers une page, vous pouvez juste prendre toutes les données, mettre ça dans ChatGPT et rediriger les utilisateurs vers ChatGPT. Et toutes les questions qu'ils auront sur votre site, sur vos produits, ils pourront directement demander ça à l'outil. Donc, un autre cas que je pense qui peut soulever beaucoup de débats, c'est le cas de tuteur assistant. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit que, bon, actuellement, quand il y a certains des concepts que je ne comprends pas, je vais directement demander à ChatGPT. Donc là, ça devient intéressant dans le sens où on peut aussi demander au système la façon dont il a raisonné, en fait, pour arriver au résultat qu'il a eu. Et c'est quelque chose qui peut occuper une place importante dans la révolution de l'éducation, mais qui aussi peut soulever des questions, parce que les devoirs, par exemple, les dissertations et autres,
peuvent ne plus devenir en fait des moyens d'évaluation fiables. Parce que la question du plagiat va revenir ici, va occuper une place encore plus importante. Et les éducateurs pourraient se voir obligés de trouver de nouvelles idées et de nouvelles méthodes d'évaluation, dans le sens où un exercice qui a été donné à un élève peut juste se voir être copié, collé sur ChatGPT. ChatGPT va résoudre ça à la place. Donc, comment savoir si ça vient de l'élève en question ou du système? C'est très compliqué. Et un dernier cas, c'est un cas qu'on est en train de voir partout dans le monde, c'est qu'il y a des produits et des services et des boîtes carrément qui se créent et qui reposent sur ChatGPT. Donc, un exemple est Copy AI, donc qui fait du copywriting, c'est-à-dire qui crée des contenus marketing persuasifs de vente dans le but de générer des conversions. Il y a un outil qui s'appelle Sidekick, donc qui permet de créer des sites web, donc plus précisément des landing pages. Sont juste des pages de présentation d'un produit. Et ici, lorsque vous voulez créer la page, vous venez avec, avec les images, avec la description, et vous lui dites, OK, créez-moi une page web qui fait ceci, cela, et qui va m'intégrer telle ou telle image. Et là, en quelques minutes, vous pouvez avoir déjà plusieurs exemples de pages web. Donc, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas pratiques. Et peut-être que vous-même, vous avez eu à penser à des cas d'usage de ChatGPT. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir créer avec ChatGPT? Et ici, j'ai voulu présenter un peu ce cas avant de passer. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Lensa AI. Donc, cette boîte, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il utilise un modèle un peu comme DALL-E. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de DALL-E, qui est un modèle comme ChatGPT, mais qui permet de générer des images. Et cette IA-là a une déclinaison gratuite, donc, qui s'appelle Stable Diffusion. Mais Stable Diffusion est un peu difficile à utiliser avec l'interface. Il faut avoir quelques connaissances pour pouvoir l'utiliser. Donc, Lensa AI a remarqué ça. Ils se sont dit, OK, nous, on va faire une application qui va s'appeler Lensa App. Très jolie, qui va faire la modification d'images, différentes stylisations. Et nous, derrière, on va prendre les demandes de l'utilisateur et on va les formuler de telle sorte que l'IA derrière va pouvoir donner un rendu qui est agréable à voir, comme celle que vous voyez ici. Et c'est juste ce que l'application fait. Il utilise gratuitement derrière l'IA et il va taxer $10 à chaque utilisateur. Et cette application-là est en train de générer carrément des millions de dollars juste avec ça. Donc, peut-être que ce n'est pas une application qui sera là pour durer, mais ce sont des exemples de personnes qui réfléchissent et qui arrivent à tirer parti de la hype en fait, qui est un peu autour de l'IA. Donc, qu'en est-il du contexte sénégalais? Je pense que c'est une question qui est pertinente de se poser. Donc, comment est-ce qu'on pourrait utiliser aussi ChatGPT dans un contexte qui pourrait être pertinent pour notre pays? Donc, ça aussi, c'est une question en fait qui mérite réflexion. Donc, vous pouvez aussi partager des idées aussi dans le chat. Donc, par la suite, on pourra discuter d'ici la fin de la présentation. Donc, on va parler par la suite de la nouvelle ère du software engineering qui est ouvert par ChatGPT. Et je vais passer la parole à Babacar Niang pour vous partager ça. Donc, Abdoulaye, est-ce qu'on va prendre des questions ici? On va attendre la fin. Alors, il y a eu beaucoup de questions, mais je vois que Tierno a répondu à la majorité. Okay, super. Ah, on a un témoignage de Mohamedou Lamine Baradjani qui dit qu'il l'utilise sur le copywriting pour améliorer ses contenus sur les réseaux sociaux. Ouais, effectivement, nous d'ailleurs, le premier post que l'on a fait pour le webinaire, c'est parti de ChatGPT. Donc, ouais, c'est un bon outil pour ça. Je pense qu'il n'y a pas de questions, hein? Bien. Et donc, je pense que je vais passer la parole à Babacar. OK. Je vais juste lancer un petit sondage en attendant que Babacar s'installe. C'est bon.
Ok, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Babacar Niang. Sans plus tarder, je vais vous parler un peu des ChatGPT, de la nouvelle ère de développement aujourd'hui avec ChatGPT. Qu'est-ce que ChatGPT nous offre en tant que... Je vais juste mettre ça en mode... C'est bon, vous voyez l'écran? Chez moi, c'est tout noir. Hein? Ouais. Non, pas encore, Babacar. Ah ouais, c'est bon. Ah, apparemment, le son n'est pas très... Bon, pour moi, le son est bon. Hein? Pour les autres, est-ce que vous avez un problème avec le son? C'est bon pour Abdoulaye, le je son. pense effectivement, ouais. Le son de Babacar tout à l'heure, c'était pas, oui, c'était pas clair. Du coup, je sais pas. Babacar, si tu peux te Tester rapprocher encore. de ton micro. Ok, c'est mieux maintenant. Oui, oui, c'est mieux, Babacar. Par contre, on ne voit pas encore ton partage. Alors, j'ai partagé tous les camps. Ouais, le son, c'est mieux. Ok. Là, vous le voyez? Non, toujours pas. Par Toujours contre, pas. il demande de double-cliquer pour passer en mode plein écran. Je sais pas. Je ne sais pas, Babacar, si tu as deux écrans pour voir lequel Ouais, tu as partagé. alors, j'ai un seul écran actuellement. Voilà. Sinon, je peux partager pour toi Ouais, si ce sont les slides. Ouais, ce sont les slides. Ok, je vais partager. Là, ça vient pas? Ouais, Non, perso, je ne vois rien. on voit que le partage a commencé, mais on ne voit pas le contenu. Ouais, je vais partager pour toi. Ok, vas-y. Ok. Ok, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Donc, désolé pour le désagrément. Alors, on va voir un peu la partie ChatGPT et l'utilisation de ChatGPT en tant que développeur sur le software engineering. Donc, Abdoulaye, tu peux monter un peu, s'il te plaît, tu es trop en avance. C'est les slides. Ouais. c'est bon. Oui, c'est bon là. Ok, parfait. Donc là, on va parler un peu de l'intérêt de ChatGPT en tant que sur le software engineering. Je vais juste dire ça. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a ces outils qui viennent de voir le jour, à savoir ChatGPT, GitHub Copilot ou Tabnine. Donc, ils sont des outils d'assistance, comme l'a dit un peu Dirk dans sa présentation. Donc, ce sont des outils qui sont là pour pouvoir assister la personne dans ses tâches quotidiennes, que ce soit des développeurs ou peu importe dans le domaine qu'on est. Donc, on a plusieurs rumeurs actuellement qui disent que ChatGPT va juste remplacer les développeurs ou quelque chose comme ça. Alors, il n'en est rien de tel.
c'est plus quelque chose qui vient assister le développeur dans ses tâches quotidiennes. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on devrait le prendre. Et la manière dont on faisait aujourd'hui l'ingénierie logicielle, à savoir tout ce qui va tous les processus qui vont de l'analyse des besoins, la conception, la construction du logiciel, la partie test, tous ces processus-là qui permettraient de mettre en place une application logicielle. Une application, ces process-là vont juste être facilités avec ChatGPT. Donc, ChatGPT va nous permettre de facilement avoir ces différents process qu'on faisait avant et de servir d'assistance sur les tâches qu'on a. Donc là, on va avoir un exemple d'utilisation. Donc, on peut avoir des exemples d'utilisation qu'on peut avoir sur ChatGPT en tant que développeur ou bien en tant que DevOps même, ou peu importe dans le domaine qu'on est dans le software engineering, on peut bel et bien l'utiliser pour pouvoir nous aider sur les tâches qu'on a. Donc, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas encore. Là, c'est bon. Oui, Okay, là, c'est bon. Oui. OK. Donc là, on va juste faire un exemple de prompt. Donc, un exemple supposons qu'on soit dans une situation où on a besoin d'implémenter une authentification sur une application donnée. Et l'authentification, on doit le faire en utilisant une technique qui s'appelle le JWT, Users Web Token. Et ça se fera également sur Angular. Donc, on a un ensemble de questions auxquelles on veut répondre, mais on ne sait pas par où commencer, par exemple, pour cette implémentation-là. On peut bel et bien penser à utiliser ChatGPT pour pouvoir nous aider à résoudre ces questions qu'on a. Par exemple, là, je lui dis, je veux implémenter une authentification JWT sur Angular. Comment faire? Donc, je lui donne juste le contexte et ce que j'ai besoin de faire. Et lui, il va automatiquement comprendre que le contexte dans lequel on est, c'est sur de l'authentification JWT et que c'est avec du Angular qu'on va le faire. Donc, il commence par nous donner des guidelines pour pouvoir faire cette fonctionnalité, qui est une fonctionnalité d'authentification, en nous disant que tu as besoin d'implémenter, tu as besoin d'installer cette librairie. Donc, une librairie, c'est juste une boîte à outils qui permet de faciliter le développement qui permet de faciliter le développement d'une certaine manière. Donc là, il nous demande d'installer cette librairie. Et la librairie qu'il suggère, c'est une librairie qui est utilisée bien pour l'authentification JWT. Et il nous montre comment intégrer cette librairie sur notre application. Donc, il va décrire un peu quelles sont les différentes étapes à faire. Et chaque étape, il va décrire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur cette partie. Après, il fournit un code qui est bien écrit et bien documenté, ce qui est important pour pouvoir guider un peu le développeur sur la partie du code qu'il a généré. Et avec ce code également, il décrit un peu chaque partie du code, qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce niveau. Donc là, par exemple, on va voir qu'il va générer 3 fonctions qui permettent un peu de faire l'authentification, la déconnexion, la récupération de l'utilisateur qui est connecté, etc., en ajoutant bien des commentaires sur chaque partie. Donc après, l'idée, c'est juste de se baser sur ça pour pouvoir compléter la réponse avec ce qu'on veut faire de manière spécifique. Parce qu'il va donner juste une suggestion. Après, c'est au développeur de compléter le reste et de faire le nécessaire pour que ça puisse fonctionner correctement avec son application. Donc, une fois que ça c'est fait, nous, on lui dit qu'on ne va pas utiliser cette librairie, le O0 Angular JWT, parce que tout simplement, cette librairie, disons qu'on l'a utilisée auparavant et que ça ne s'est pas bien passé, on lui dit que je ne veux pas utiliser c'est possible d'utiliser autre chose que O0 Angular JWT. Là, il va dire oui, il existe plusieurs bibliothèques. Après, il te donne un ensemble de références sur d'autres bibliothèques qui permettent de faire la même chose. Et à chaque fois, il va donner une petite explication de la bibliothèque, à quoi ça correspond. Et si on continue la discussion en lui demandant de donner juste un exemple d'implémentation avec l'un des exemples qu'il a cité, il va répéter exactement la même chose qu'il a fait précédemment, tout en gardant qu'on est toujours dans le contexte de l'Angular et te fournir d'installer la nouvelle bibliothèque que tu l'as demandé. Donc, il te dit comment installer cette bibliothèque et il te montre également comment implémenter cette bibliothèque sur ton application. Donc là, il garde toujours le même contexte et il génère le même code qu'il a généré tout à l'heure, mais en changeant juste l'implémentation de la nouvelle bibliothèque qu'on lui a demandé. Donc, ce qui est bien, aujourd'hui, ça permet tout simplement, si on avait besoin d'implémenter ça, on n'a pas besoin, je pense que Degan l'a dit tout à l'heure,
on n'a pas besoin d'utiliser, disons, un navigateur Google Search pour pouvoir chercher ces différentes parties un à un sur différents onglets. On peut juste se baser sur ChatGPT de manière globale et demander une série de questions successivement pour pouvoir avoir toutes les réponses qu'on souhaite avoir. Donc, si on continue dans le même concept, là, on change complètement de direction. On lui dit, on veut maintenant un state management. Donc, un state management, pour rappel, c'est juste une manière de faire pour gérer l'état de son application. Donc, l'état des données. Donc, là, comment est-ce que les données sont en train de circuler au niveau de ton application. Donc, là, on lui dit qu'on veut un state management pour mon application. Donc, on ne lui précise pas de quelle application il s'agit. On lui dit juste, je veux un state management pour mon application. Et automatiquement, lui, il va comprendre qu'on est dans la même application et que c'est du Angular. Et il va te proposer une nouvelle bibliothèque qui permet de gérer un state management. Cette bibliothèque-là, il te montre également comment l'installer, bien évidemment, et comment l'utiliser également au niveau de ton application. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est que lui, il va comprendre que précédemment, tu avais demandé de gérer l'authentification, puis tu as demandé de gérer un state management. Donc, il va sous-entendre que le state management, il vient pour compléter l'authentification. Donc, il va générer un exemple de state management qui gère juste l'état d'authentification de l'application. Donc, sans pour autant qu'on lui précise sur la question qu'on veut gérer qu'on va avoir un state management qui va gérer l'authentification. Donc, il est capable de comprendre ça et de générer également un code qui se base sur ça. Bien évidemment, le code sera analysé, testé et également s'assurer que ça fonctionne correctement avec ce qu'on veut faire. Et voilà, pouvoir compléter ça, être capable de comprendre ça et de compléter ça avec ce qu'on souhaite faire exactement. Donc ça, c'est juste un exemple d'utilisation qui est on a une fonctionnalité à mettre en place, on ne sait pas par où commencer, ou bien on sait pas où commencer, mais on a besoin d'idées pour pouvoir l'implémenter et confronter ça à d'autres idées qu'on a. Donc, on peut penser à ça comme use case. Et on peut continuer la discussion sur comment implémenter l'API, etc. Mais vous comprenez que le concept sera la même chose. On lui pose des questions et après, il répond, et ainsi de suite. Maintenant, on peut penser également à utiliser ChatGPT d'une autre manière. Donc, supposons on écrit un code JS ou bien on écrit un code, on a ajouté le code sur notre application et après ajout, on se rend compte que l'application est devenue beaucoup plus lente. Donc, on peut se dire que c'est notre code qui à cause de cela, peut-être il y a une régression de performance due au code qu'on a ajouté. Donc, on peut demander à ChatGPT d'analyser ce code ou bien d'optimiser un code donné. Donc là, je lui donne un bout de code qui prend juste une chaîne de caractères adresse et qui vérifie sur l'adresse est-ce qu'on a qui récupère sur l'adresse avec une regex le city et le zip code. Donc là, on va voir que ce bout de code, il va appeler au niveau de l'objet, au niveau de la chaîne de caractères, il va appeler la même fonction 2 fois, donc ce qui n'est pas très optimal. On sait que ce n'est pas optimal, mais on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il va proposer. Donc là, il va dire que je suggérerais, donc il commence par dire que c'est une suggestion, donc à toi de vérifier si c'est vraiment une bonne suggestion ou pas. Donc ils disent, je suggérerais de modifier ce code pour optimiser en changeant juste la méthode, en utilisant la méthode exec de l'objet regex. Donc, on lui a dit nulle part qu'il s'agit du JavaScript. Donc, on lui a juste donné un bout de code. Après lui, il comprend que c'est du JavaScript. Il comprend également, au lieu d'utiliser la méthode match de la chaîne de caractères, utiliser plutôt la méthode exec, ce qui est vrai, parce que si tu utilises la méthode exec, tu ne vas pas recompiler l'expression régulière à chaque fois que tu appelles match sur chaque chaîne de caractères. Donc, ce qui est bien déjà. Donc, il demande d'utiliser la méthode exec et de sauvegarder la valeur de retour de cette méthode-là sur une variable. Donc, au lieu d'appeler la fonction 2 fois, tu sauvegardes la valeur. Après, tu vérifies la valeur qui est de ce résultat donné. Et ça va éviter de vérifier inutilement, d'appeler inutilement la même fonction 2 fois et d'exécuter inutilement également le regex 2 fois. Donc, après, il te propose un bout de code qui va juste aller avec ce qu'il vient d'expliquer à ce niveau. Donc, là, on va voir que ce code est beaucoup plus lisible et beaucoup plus optimal également que le code qu'on lui a fourni. Et c'est vraiment un use case qui est bien pour pouvoir débugger ou bien améliorer un code qu'on a ajouté sur notre application. Et là, à ce niveau également, pour l'optimisation, il faut savoir que on ne peut pas s'assurer, on ne peut pas être confiant à 100% que le code qu'il va proposer
permettra d'optimiser ce qu'on veut faire. Par exemple, là, on lui donne un autre bout de code qui, lui, va prendre juste, c'est une fonction qui prend un nom et qui vérifie si le nom est défini ou pas. Donc, cette fonction, il y a différentes manières d'optimiser ça. Et la meilleure manière, c'est de juste donner une valeur par défaut à cette fonction à ce niveau. Et là, on lui demande d'optimiser ça. Et ce qu'il dit, lui, c'est d'utiliser un opérateur ternaire au lieu d'un opérateur OR. Donc, c'est juste voilà, des opérateurs qui permettent de faire des vérifications en développement logiciel. Donc là, il demande d'utiliser un opérateur ternaire au lieu d'un opérateur OR, ce qui est bien, donc qui est beaucoup plus optimal que d'utiliser l'opérateur OR. Mais ceci peut être optimisé d'une autre manière, en utilisant une valeur par défaut. Mais on n'est pas sûr, par exemple, de ça. On peut lui demander, est-ce que tu ne penses pas que c'est plus efficace d'utiliser telle ou telle chose? Là, il va préciser que oui, il est généralement plus efficace que d'utiliser la solution que tu as donnée. Donc ça, ce sont des use cases qui peuvent être appliqués à ChatGPT. Mais si vous remarquez bien, il faut être sûr que ce qu'il donne est vraiment en adéquation avec ce qu'on va faire et ce qu'il donne également est vraiment la meilleure solution que tu dois utiliser sur ton application. Parce que les solutions peuvent être différentes d'un contexte à un autre et d'une utilisation également à un autre. Et voilà, donc ce sont des exemples d'utilisation qu'on peut penser avoir avec ChatGPT. Il y en a pas mal d'autres. Par exemple, supposons qu'on a un exemple qu'on soit dans un contexte de test driven development où l'utilisateur ou le développeur est censé faire les tests d'abord avant d'écrire le code. Donc, on peut penser un use case où le développeur écrit tous ses tests unitaires, passe les tests à ChatGPT, puis ChatGPT va juste générer le code derrière. Donc, ça, c'est un exemple. Et après, ça sera juste passer sur le code et compléter le reste. Ou bien parcourir une documentation. Par exemple, là, je pense que récemment, j'avais une implémentation à faire sur une API Here, donc qui est une API qui permet d'avoir des ETA entre deux locations. Donc là, au lieu de parcourir toute la documentation, je lui demande juste comment récupérer un fichier entre deux locations données. Après, il me donne juste la partie dont j'ai besoin sur la documentation, au lieu de passer des heures à parcourir une documentation donnée. Donc ça, ce sont des choses qui vont nettement améliorer les process de développement, mais également de faciliter le travail du développeur ou bien de toute personne qui est censée l'utiliser, mais qui nécessite quand même d'être sûr que ce qu'il est en train de générer ou bien ce qu'il est en train de dire est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Donc, en gros, c'est ça que ChatGPT peut offrir en tant que développeur ou bien en tant que dans le domaine du software engineering. Donc, c'est cette partie. Et aussi, il y a un autre aspect de ChatGPT qui est l'utilisation de ChatGPT en tant qu'API. Je pense qu'il y avait une question tout à l'heure là-dessus. Oui, c'est possible d'utiliser ChatGPT en mode API et de l'intégrer sur ton propre application. Donc, de fournir une interface qui est différente de cette interface-là et de construire une application qui va tourner autour de ChatGPT. Parce que l'entreprise qui l'a mis en place, à savoir OpenAI, ils fournissent des solutions de ce genre. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens d'utiliser au maximum les solutions de machine learning. Donc, on peut penser avoir une application qui va tourner sur ChatGPT en utilisant l'API et en envoyant juste des prompts à l'API de ChatGPT, puis ChatGPT nous retourne le résultat et on affiche ça sur notre propre interface. Donc, ça aussi, c'est une utilisation possible de ChatGPT en tant que développeur. Donc, j'ai juste laissé Tierno pour la suite pour pouvoir parler un peu des limites qu'on a au niveau de ChatGPT et quelles sont les précautions à prendre à ce niveau. Tierno. Je pense qu'il y a des questions auxquelles tu pourrais répondre sur la section. Alors, ChatGPT et Copilot peuvent être complémentaires. Oui, alors, je pense qu'ils font exactement la même chose. ChatGPT et Copilot peuvent être complémentaires, donc ils font la même chose. Donc, oui, utiliser ChatGPT et utiliser Copilot, ça revient du pareil au même. Ça revient du pareil au même. Donc, tu peux avoir à utiliser ChatGPT ou bien avoir à utiliser Copilot. Donc, le mécanisme de fonctionnement est la même chose. L'idée, c'est juste apporter une assistance au développeur. Et tous les deux font la même chose. Et juste pour rebondir là-dessus aussi, je pense que
on peut le trouver, par exemple, une utilisation complémentaire, dans le sens où GitHub Copilot est directement intégré à ton environnement de développement. Et ça permet d'accélérer le processus d'écriture de code. Et dans GitHub Copilot, vous mettez juste des commentaires, vous demandez au système de continuer. Mais pour ce même usage-là, je pense que vous pouvez rester sur GitHub Copilot. Mais si vous voulez, par exemple, comme des exemples de Babs tout à l'heure, demander des variations, par exemple, d'un certain outil ou demander l'avis de ChatGPT si je dois utiliser ça ou ça, là, je pense que c'est mieux d'aller sur ChatGPT, quoi. Donc, pour rester dans le code et générer des fonctions simples, je pense que vous pouvez rester sur Copilot. Mais si vous voulez interagir, avoir plus d'informations, par exemple, sur quel cas ou d'autres cas, je pense que vous pouvez utiliser ChatGPT, mais fondamentalement, les deux font à peu près la même chose. Aussi, je pense que ChatGPT également, il fournit maintenant une intégration sur des éditeurs tels que VS Code. Je vois des gens qui ont commencé à faire des plugins là-dessus. Mais pour pouvoir générer du code, c'est plus simple de le faire avec Copilot, avec l'intégration directement sur l'éditeur. Mais pour des choses un peu plus génériques, je pense que ChatGPT à ce niveau va être beaucoup plus simple d'utilisation. Mais ouais, comme l'a dit Durgan, tous les deux font à peu près la même chose. À the end, c'est juste assister le développeur dans ses différentes tâches. Il y a une autre question aussi de Martin. Allô? Oui, Ah je oui, t'entends. j'ai suivi le tutoriel ChatGPT. Je suis capable de copier le code d'un guide. Vous allez montrer quoi. Alors, c'est très simple de copier le code. J'ai juste repartagé l'écran. Alors, pour copier le code, c'est très simple. Là, par exemple, s'il génère un code, il y a un bouton copie code à ce niveau. Tu cliques pour copier tout ce qu'il a généré. Après, tu peux le coller n'importe où tu veux l'avoir. Donc, c'est juste ce bouton qui permet de copier en général. OK, nickel. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est parfait. Le sondage est lancé, on a déjà quelques réponses, donc tu peux commencer. OK, je vais juste partager mon écran. C'est bizarre ça. Ah, C'est la carte graphique, hein. OK, je pense qu'il a quitté. Abdoulaye, Cham, est-ce qu'on va pas passer à ta partie et revenir sur Cham, ou bien... Je peux aussi introduire rapidement sur l'intelligence artificielle avant d'entamer la Ah, présentation. oui, oui. OK. D'accord. OK, donc ça sont les 2 minutes. OK. Donc, depuis le début, on parle de ChatGPT, de ses différentes applications.
Mais on peut se demander aussi sur quelle science en fait tout ça repose. Donc on parle tout le temps de l'intelligence artificielle, de l'IA, du machine learning, mais concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc l'intelligence artificielle est à la base une science qui a un objectif bien défini et qui est d'essayer de mimer l'intelligence humaine. Donc il y a différentes définitions qui existent. Donc le concept d'intelligence humaine est sujet à débat. Mais on peut voir quelques définitions de certains penseurs comme Alan Turing, qui est un peu le père de l'informatique, et qui définit l'IA comme une science, une ingénierie de fabrication de machines intelligentes, donc entre guillemets, en particulier des programmes informatiques intelligents. Donc ici, le principe de l'intelligence peut être vu de différentes manières. L'apprentissage en est une, et c'est aujourd'hui le pan de l'IA qui est le plus développé. Et la plupart du temps, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait souvent référence à l'apprentissage automatique. Et donc ici, on peut voir l'IA comme un domaine de l'informatique dont le but est de créer un équivalent technologique à l'intelligence humaine. Donc c'est ce dont je parlais avec le fait de mimer l'intelligence humaine. Et ici, l'IA n'est pas une technologie à part entière. Donc le concept même a vu le jour depuis les années 50. Mais c'est plus un rassemblement donc, de plusieurs domaines différents, donc, comme l'informatique, les statistiques, l'algèbre linéaire, etc. Donc, c'est beaucoup de domaines qui existaient déjà, qu'on a mis ensemble et qu'on a utilisé pour créer cette science-là qui est l'intelligence artificielle. Donc, on peut voir ici un peu une façon de schématiser tout ça. Donc, on a d'une part l'IA qui cherche à mettre en œuvre un certain nombre de techniques dans le but d'imiter l'intelligence humaine, comme le fait d'apprendre, on a dit tout à l'heure, de s'adapter, de communiquer, etc. Et d'une autre partie où on met plus l'accent sur le but réel. Donc, on cherche à mimer l'intelligence humaine, mais on ne cherche pas à remplacer l'être humain. C'est à peu près la même question qui a été soulevée avec ChatGPT, mais ça reste en fait dans l'essence de l'IA. Donc, le but, c'est d'ajouter en fait à des capacités humaines d'autres possibilités, mais pas juste de venir remplacer l'humain. Donc, voilà, c'est à peu près l'objectif de l'IA. Et actuellement, on peut voir deux déclinaisons de l'intelligence artificielle. Donc, il y a ce qu'on appelle une IA faible et une IA forte. Une IA faible, c'est une IA qui est conçue pour réaliser une tâche simple. Donc, comme par exemple, une tâche de classification d'images. Donc, on souhaite faire en sorte que une intelligence artificielle puisse faire la différence entre un chien et un chat. C'est un cas spécifique. Donc, l'IA ne pourra faire que ça. Si on lui pose d'autres questions sur d'autres choses, il ne pourra pas répondre. Donc, c'est ce type d'IA-là qu'on appelle IA faible. Et c'est ce qu'on essaie c'est ce qui est le plus populaire actuellement. Donc, même la plupart des IA multitâches qu'on est en train de voir, et c'est juste de combiner plusieurs IA faibles pour arriver à ça. L'IA forte, c'est la vision futuristique de départ, c'est l'objectif qui a été fixé au départ. Et c'est cette IA-là qui peut tout faire pratiquement. Donc, c'est l'IA qui s'approche le plus possible à l'être humain. C'est l'objectif, en fait, même de OpenAI qui est en train de développer ChatGPT. C'est de justement développer une IA forte qui est bénéfique pour l'humanité et qui ne va pas causer de tort. Pourquoi l'intelligence artificielle a-t-elle tant d'intérêt? Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup d'intérêt en fait autour de l'intelligence artificielle, beaucoup de hype notamment. Et ici, soulever quelques points qui pourraient justifier le fait que autant de gens, autant de nations aujourd'hui investissent dans la recherche en IA. C'est que d'une part, l'IA est très forte pour trier des données. Donc aujourd'hui, lorsque vous utilisez vos applications de réseaux sociaux, par exemple, comme Facebook ou Twitter, le fil d'actualité que vous voyez, ça n'a pas été mis là par hasard. Donc, c'est une IA derrière qui a trié une masse importante de données parmi toutes les choses que vous avez eu à voir, parmi toutes les choses qui sont disponibles, parmi toutes les choses qui sont tendances, et va essayer de vous donner
contenu le plus approprié pour vous au moment où vous consultez votre flux. Donc, tout ça sont des IA qui font ça derrière. Donc, ça facilite la communication. Vous pouvez voir des assistants vocaux, par exemple, comme Google Assistant ou Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon, avec lesquels vous pouvez converser avec la voix. Et même Bamtou, d'ailleurs, travaille sur des systèmes comme ça, donc avec lesquels vous pouvez discuter en Wolof pour pouvoir réaliser toutes sortes de tâches. Les IA peuvent être utilisées pour sauver des vies. Pendant le Covid, par exemple, on a vu des applications pour détecter des cas de Covid à partir de la température de la personne. Donc, ce sont des cas possibles. Donc, il y a Google qui travaille sur des algorithmes de détection de catastrophes ou d'inondation. Donc, tout ça sont des cas pratiques. Donc, ça permet de digitaliser l'écosystème. Aujourd'hui, même on parle d'agriculture, il y a une startup ici au Sénégal qui s'appelle Tolbi et qui collabore même d'ailleurs avec Bamtou sur certains aspects et qui cherche à appliquer l'IA dans l'agriculture. Ça peut rendre plus smart, donc plus intelligent, donc en digitalisant pas mal de systèmes. Et ça peut aussi devenir plus inclusif, ça peut rendre inclusif certains systèmes dans le sens où ça peut réduire beaucoup la fracture numérique en permettant à une certaine frange de la population d'accéder à des outils numériques. Donc, c'est tant de points qui peuvent justifier le fait que l'IA suscite actuellement tant d'intérêt. Pour des exemples d'application, donc on a tout à l'heure parlé de la détection d'images. Donc, au début, Abdoulaye a parlé d'un produit de Bamtou qui s'appelle Gagné, qui fait de la détection d'images en extrayant des informations pertinentes qui se trouvent dans des documents, comme par exemple des cartes d'identité ou des factures, et vous renvoie l'information de manière structurée. Vous dire, par exemple, là, on a le nom, là, le prénom, etc., etc. Donc, il y a des applications de reconnaissance vocale, par exemple, comme par exemple Google Assistant qu'on a cité tout à l'heure, des applications de traduction automatique. Donc, aujourd'hui, travaille sur le système de traduction français Wolof, par exemple. Et c'est autant de cas pratiques qui reposent sur l'IA. Et ChatGPT aussi en est un. Donc, il y a les modèles de langue, il y a les assistants vocaux, et ChatGPT fait office de ça. Donc, voilà, c'était une petite introduction donc, de l'intelligence artificielle avant d'aborder les contextes, avant d'aborder les concepts techniques. Donc, si Thierry est de retour, donc, il pourra parler des limitations de ChatGPT. Donc, avant d'aborder des concepts techniques qui sont derrière ce système. OK, parfait. Merci beaucoup, Daguet. Donc là, je partage mon écran. C'est bon pour vous? Oui. Bon. OK. Alors, on va juste essayer de parler des limites de ChatGPT. Je pense que Babacar a déjà montré quelques fonctionnalités vraiment assez intéressantes et assez puissantes de ChatGPT, comme le fait de générer du texte utile pour voilà, dans des domaines différents aussi, dans le domaine du code et tout ça. Après, il est quand même important, je pense, quand on utilise un système ou un outil, de connaître certaines de ses limites, peut-être pas toutes ses limites, mais ici, on va juste essayer de parler de certaines limites de ChatGPT. Je pense qu'on peut commencer d'abord par le fact-checking. Je pense que dans le domaine, quand on parle de fact-checking, c'est le fait de pouvoir savoir est-ce que le texte ou l'information qu'on a devant nous, est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'on peut bien vérifier en fait? Est-ce que c'est bien la réalité? Est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser? Je pense que ça, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment la limite la plus importante de ChatGPT. C'est qu'on peut avoir des réponses, oui, qui sont assez plausibles et qui sont souvent vraies, mais des fois pas du tout. Et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il est quasiment impossible pour lui de savoir est-ce que cette réponse-là est vraie ou pas. Et dans l'exemple, par exemple, que Babacar a montré tout à l'heure avec du code et tout ça, je pense qu'on est tous d'accord que si on ne sait pas coder, on ne peut pas utiliser ces réponses-là. Parce que déjà, on ne sait même pas où utiliser, où mettre ça dans certains cas, mais on ne peut pas aussi savoir est-ce que c'est exact ou pas. Quand je veux faire du développement comme ce qu'a montré Babacar pour faire de l'authentification avec JWT,
Si je ne connaissais pas avant JWT, ni comment l'utiliser, je ne pouvais pas juste prendre cette réponse et copier-coller, et puis c'est tout. Il faut quand même que je sache, est-ce que c'est ça, est-ce que je suis dans la bonne direction, comment je peux tester, est-ce que ça fonctionne. Donc, tout ça demande de l'expertise, raison pour laquelle on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va remplacer les développeurs ou les littéraires ou des choses comme ça. Ce n'est pas encore le cas, parce qu'il n'y a pas ce fact-checking-là. Par exemple, juste quelques exemples ici. Quelqu'un qui demande à ChatGPT, est-ce que 1000 est plus grand que 1062? La réponse est oui. Et en plus de ça, il donne une justification assez plausible qui pourrait tromper quelqu'un ne sachant pas que 1000 est plus petit que 1062. Bien sûr, c'est des systèmes qui sont améliorés de manière très fréquente. Par exemple, là, on est à la 15e version ou quelque chose qui n'a même pas 2 mois à peu près. Par exemple, là, si je tape cette même question-là sur ChatGPT, il va savoir que 1062 est plus grand. Ceci ne garantit pas du tout que si je donne la même expression avec des chiffres différents, est-ce que ce sera toujours une bonne réponse? Donc ça, c'est vraiment une limite assez importante. Autre exemple de ça, par exemple, là, j'ai juste demandé hier à ChatGPT, est-ce que la reine d'Angleterre est vivante? La réponse était oui. Ça, c'est moins grave à mon avis parce que ChatGPT est entraîné sur des données fixes dans le temps. Et donc, peut-être qu'au moment où le modèle a été entraîné, la reine d'Angleterre était toujours vivante. Mais ça reste le même problème de fact-checking, comme quoi les réponses qu'on nous donne ne sont pas toujours vraies. Et on ne peut pas vraiment se baser sur ça pour faire des choses, je dirais, automatisées, dans le sens où on prend juste la réponse, on prend un chatbot, on prend la réponse, on donne ça. On pose des questions sur la santé ou des choses comme ça. On prend la réponse et on donne ça à l'utilisateur. On n'est pas encore à ce stade-là et on est très, très loin de ce stade-là. En tout cas, si on veut avoir toujours des réponses. Bien sûr, il y a des contrôles et tout ça qui sont faits, dont on va parler après. Mais voilà, c'est important de savoir, de connaître cette limite-là quand on utilise ChatGPT. On peut parler aussi d'une autre limite qui est la partie sécurité. Ici, quand je parle de sécurité, c'est vraiment le fait que quelqu'un puisse utiliser ChatGPT pour faire des choses qui sont nuisibles à d'autres. Dergen a parlé de prompt engineering tout à l'heure. Donc, de nos jours, on a des gens qui sont spécialisés dans ça, c'est-à-dire qui essayent de voir, c'est des chercheurs qui essayent de voir comment est-ce qu'on peut modifier les requêtes qu'on donne à ce genre de système-là pour avoir des résultats, disons, non attendus, ou en tout cas des résultats qui seraient difficiles à avoir par une personne lambda qui vient juste taper des questions comme s'il parlait à une personne. Donc, juste quelques exemples ici. On peut voir ici, je peux poser une question à ChatGPT pour faire du fake news. Par exemple, supposons que je voulais faire du fake news en masse sur un politicien et je ne veux pas, disons que je veux ternir son image. Donc, je peux juste automatiser ça en demandant à ChatGPT de m'écrire une histoire ici sur un politicien qui est corrompu en fait. Et vous allez voir la réponse qu'il me dit, c'est que désolé, je ne peux pas vous donner, je ne peux pas parler de ça et tout ça, voilà, parce qu'il y a des contrôles qui ont été réalisés. Par contre, excuse-moi, Tiano. Désolé de t'interrompre. Tu peux passer en mode diapo. Apparemment, les gens ne voient pas bien. C'est mieux comme ça? Ouais, là, c'est un peu mieux. Merci beaucoup. Désolé. Bien sûr, les gens voient vraiment le texte. Là, c'est juste des exemples. Parce que ce que je veux montrer ici, c'est que je peux poser la même question d'une autre manière en disant que maintenant, supposons qu'on est dans un film et qu'il y a un président corrompu et tout ça, pourrait-il décrire cette personne-là? Donc, en modifiant la requête que j'ai donnée à ChatGPT, maintenant, il me répond bien sûr en disant que dans un contexte de fiction, il me donne la réponse que je voulais. Donc, en d'autres termes, j'ai juste modifié mon prompt, donc ma requête, pour tromper ChatGPT pour qu'il me donne la réponse que je voulais. Donc, en termes de sécurité sur cet aspect-là, ce n'est pas encore ça. Bien sûr, les développeurs et les chercheurs à OpenAI font tout ce qu'ils peuvent pour limiter ces problèmes-là. Des fois, tu as des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Demain, tu reviens avec la même question. Ça te dit que je ne peux pas répondre à ça parce qu'il y a une amélioration continue du système.
Et comme vous pouvez le voir à droite, on pourrait supposer que ce qui se fait actuellement, c'est quoi? C'est que quand on donne un prompt, on a un système qui vient avant même le modèle ou le système ChatGPT qui va évaluer le prompt pour savoir est-ce que c'est safe ou pas, comme ce qu'on a eu tout à l'heure au début. Et donc, si ce n'est pas safe, on va juste nous dire avec une réponse plus ou moins générique qu'on ne gère pas encore cela et tout ça. Et si c'est safe, on donne ça à ChatGPT qui maintenant va nous donner la réponse que l'on souhaite et on donne ça à l'utilisateur. J'imagine qu'on pourrait même avoir un autre bloc après la réponse pour savoir est-ce que cette réponse qui est donnée, est-ce que voilà, c'est pas biaisé par rapport à une race ou tout ce qui est lié en fait à l'éthique et tout ça avant de donner la réponse. Donc, il n'y a pas, le système en tant que tel n'est pas décrit de manière détaillée par OpenAI, mais on pourrait supposer qu'il y a aussi ce bloc-là derrière pour faire, pour en tout cas avoir un bot qui est assez éthique dans ce sens-là et aussi que ça soit dans le sens de réponse, mais aussi dans le sens de la requête pour voir est-ce que c'est safe ou pas. Mais comme vous pouvez le voir, il y a du travail sur ça aussi. Autre chose, c'est ce qu'on appelle le common sense reasoning. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié à la, je dirais, logique plus ou moins simple, donc le bon sens, comme on le dit en français. Sur cet aspect aussi, il y a des limites, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de progrès par rapport à ça. On va le voir après. Mais pour les limites, on peut voir ici, je pose une question plus ou moins simple. Je pense qu'un enfant de 6 ans pourrait répondre ça correctement. Je vais juste dire à ChatGPT, supposons que j'ai 6 ans. Du moins, quand j'avais 6 ans, ma sœur avait 3 ans de moins, donc disons la moitié de mon âge. Maintenant, j'ai 70 ans, quel est l'âge de ma sœur? Et vous pouvez voir que, avec une réponse plus ou moins, je dirais, plausible, avec des justifications et tout ça, à la fin, on a une réponse de 64 ans, et ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Donc, on sait tous que si ce que j'ai dit au début, c'est vrai, ma sœur allait avoir 67 ans quand j'ai 70 ans. Mais, avec quelques calculs qui sont fausses, bien sûr, on a une réponse de 64 ans. Mais je pense, pire encore, quand je pose la même question, juste pour montrer qu'il n'y a pas vraiment du raisonnement derrière qui est, en tout cas, rigoureuse, on va dire, on peut voir qu'avec la même réponse, je vais avoir, avec la même question, je vais avoir une réponse différente avec le même système qui est de 68 ans maintenant, avec un raisonnement différent. Donc, tout ça pour montrer que dans l'aspect common sense reasoning et du bon sens, il y a quand même pas mal de travail à faire par rapport à ces systèmes-là. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si je reviens sur, si je passe en mode, ici, on peut voir que le common sense, quand même, le bon sens, il y a du travail, mais il y a quand même de l'amélioration. Là, on peut voir que si je donne une requête comme quoi on a un mur qui mange des pommes et tout ça, il va me dire que, déjà, j'ai du mal à comprendre, mais quand je répète la même chose, il va me dire quoi? Il n'est pas possible pour un mur de manger ou de boire quoi que ce soit. Donc ça, quand même, c'est du bon sens. Et c'est idem aussi pour cette requête où j'ai dit qu'il y a un homme qui mange un mur géant et tout ça. Il va me dire qu'on ne peut pas manger des murs et tout ça. Donc, il y a quand même du bon sens. C'est juste que ça reste très limité par rapport à une personne. Pour moi, c'est ça le plus important à retenir ici. Donc, une dernière limite qui est un peu, on va dire, qui va parler, qui englobe tout ce qu'on a dit déjà, c'est le modèle hallucination, c'est-à-dire que pour ces modèles, surtout ces modèles de language model et tout ça, des fois on a des soucis, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui hallucine, c'est-à-dire comme une personne en fait, qui donne des réponses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas été vraiment dans le jeu d'entraînement et tout ça. Et c'est une limite qui est très difficile à, on va dire, à atténuer parce que ça fait partie intégrante même du fonctionnement du modèle. Je pense que mon collègue va en parler après, le fonctionnement du modèle en fait. Et là, je lui demande, est-ce que, voilà, une balle de foot est plus grande qu'une balle de tennis? Je pense qu'on est tous d'accord que c'est le cas quand on connaît les deux domaines. Mais il va me dire quoi? Il va me dire que c'est souvent de la même taille. Et il va même donner des métriques et tout ça, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas.
Et il donne ça avec une confiance quand même assez importante. Et donc, quelqu'un qui ne s'y connaissait pas pourrait croire que ça, c'est la bonne réponse. Et ça revient un peu le fact-checking. Donc, c'est des réponses qui semblent vraiment correctes quand on ne se connaît pas et qu'on pourrait utiliser et voilà, donner ça à des, je sais pas moi, des réponses à des chatbots et tout ça et avoir des conséquences quand même nuisibles pour la personne qui va recevoir cette réponse-là. Donc, je pense que ces limites-là sont assez importantes à prendre en compte quand on veut utiliser ce genre de système. Après, ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser. Pour moi, c'est plus une manière de savoir comment utiliser le système, quand je dois utiliser le système, quelle confiance je peux donner aux réponses qui sont données par le système, et donc l'utiliser de manière, on va dire, avec précaution, au lieu juste d'utiliser ça comme étant quelque chose à utiliser partout avec une confiance à 100%. Pour moi, c'est surtout important pour cela, en fait. Connaître ces limites-là nous permet de mieux utiliser ce système-là. Donc, pour moi, c'était tout par rapport à ces limites. Bien sûr, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas les seules limites, en fait, du système. C'est juste quelques limites qui sont assez, je pense, visibles et compréhensibles par tout le monde qu'on a présentées ici. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je pense qu'il y a quelques questions. Donc, pour la question comment ChatGPT est fine-tuné par rapport à GPT-3, je pense que ça, c'est le sujet suivant dont Abdoulaye Thiam va parler. Donc, je pense qu'on peut juste ignorer cette question-là. Une autre question, c'est quoi? C'est étant donné que le système a été entraîné sur un large corpus et il y a ce phénomène de sous-présentation des minorités dans les données, donc que l'intégration de tel système ne fait qu'amplifier l'injustice, pire écraser la façon de réfléchir des minorités. Oui et non. Oui, dans le sens où oui, les données qui ont été utilisées ici, c'est juste des données dans le net, donc forcément, les minorités et les biais, tout ça dont on a parlé, sont toujours présents. Après, il faut quand même savoir que ChatGPT essaie tant bien que mal de mettre des systèmes de contrôle pour éviter des réponses qui sont biaisées par rapport à des minorités, que ce soit race ou sexe et tout ça, et que c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Donc, vous pouvez essayer de poser des questions comme, par exemple, sur des infirmiers et tout ça. Vous allez voir que ça va essayer tant bien que mal de ne pas associer chaque fois les infirmiers aux femmes et tout ça. Donc, il y a quand même un système par rapport à cela. C'est pas parfait, mais bon. Autre chose, c'est peut-on avoir quelques délais sur l'architecture? Ça aussi, c'est ce que mon collègue Abdoulaye Thiam va présenter dans la suite. Avez-vous des solutions, je ne sais pas, des solutions, si c'est par rapport à ce qu'on a dit sur le biais et tout ça, comme je dis, c'est juste des systèmes de contrôle qu'on fait. Bon, bien sûr, on essaie la solution la plus rapide, c'est d'essayer de purifier le plus possible les données qu'on utilise pour entraîner ces modèles, en fait, mais il y a aussi des algorithmes utilisés pour cela, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont mieux que rien, en fait. Ces limitations sont-elles spécifiques à ChatGPT? Ça dépend. Si c'est par rapport, est-ce que c'est spécifique au language model? Oui, c'est spécifique à tous les language models, en fait. Du moins, c'est global, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est juste lié à ChatGPT. C'est des problèmes qui sont, on va dire, valables pour tous les language models, en tout cas pour tous les systèmes de chat qui sont génériques comme ChatGPT. Et que les gens essaient de trouver des solutions. Certains problèmes, c'est lié à l'éthique. Certains problèmes, c'est même lié au fonctionnement même des language models et des systèmes sous-jacents qui sont utilisés ici. Et que forcément, c'est plus dans ces systèmes qu'il faut améliorer que le système ChatGPT qui, lui, n'est juste qu'une interface à ces systèmes-là, quoi. Une dernière question, peut-être, avant de passer à la prochaine section, vu que le temps est un peu compté. Vu quelque part, la seule ressemblance de ChatGPT avec l'humain, c'est son assurance avec il fournit des réponses fausses. Je pense que c'est pas mal comme phrase, parce que oui, ça donne des réponses correctes, mais oui, quand ça donne des réponses qui sont fausses, c'est vraiment avec des justifications qui sont aussi fausses forcément, mais assez plausibles. Mais oui, on est très loin de l'intelligence humaine, comme on l'a montré tout à l'heure, du raisonnement. Surtout du raisonnement, je dirais, le fait de pouvoir composer des connaissances pour donner des réponses politiques, mais quand même,
une avancée qui n'est pas mal du tout comparé à ce qu'on avait avant. Il suffit juste de tester la même chose avec des systèmes comme Siri et tout ça pour savoir que oui, il y a quand même de l'avancement. C'est limité, mais je pense avec le temps, on va peut-être avoir des réponses qui sont assez plausibles et éviter un peu tout ce qui est des réponses comme des modèles hallucination, des erreurs dans le common sense reasoning et tout ça. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va être mieux, mais on est très, très, très loin de l'intelligence humaine. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir ici. OK, parfait. Donc, je passe la main à Abdoulaye pour présenter la suite. Il y a d'autres questions, mais je pense qu'on pourra parler de ça peut-être à la fin. Oui, effectivement. Surtout que, bon, techniquement, là, on devrait avoir fini le webinaire. Donc, bon, on va passer à Abdoulaye. Désolé hein, de te mettre la pression. Je pense qu'il faudra aller vite. OK, bonjour à tous. Donc, je vais continuer sur le même lancé que mes collègues ont déjà commencé, mais parler plutôt de la partie technique peut-être. Voilà, en passant à commencer, en parlant un peu sur comment ces modèles ont été déjà construits. Donc, peut-être la première chose à retenir, c'est qu'on traitait du texte et un peu de code sur vraiment les inputs de ces modèles comme GPT. Mais avant de parser ça, donc il faut comprendre que pour traiter du texte et garder l'information de manière séquentielle, ça demande différentes choses. Déjà, il faut gérer les séquences des séquences de texte de longueur variable. Donc, les textes ne sont pas de la même longueur. Suivre les dépendances aussi dans le long terme. Garder l'ordre sur lequel l'information est propagée, mais aussi partager les différents paramètres à travers la séquence. Et parler un peu de ça, donc, va nous faire un peu un rollback, ou bien un retour dans le temps, c'est-à-dire de parler un peu des réseaux de neurones récurrents qui ont déjà commencé ce genre de travail pour améliorer ce qu'on faisait. Maintenant, en passant par les transformers, d'où aujourd'hui l'arrivée de ces genres de techniques qui nous permettent d'avoir ce genre de système. Donc, pour faire un peu un résumé sur les réseaux de récurrents, peut-être pour ne pas prendre trop de temps, parce que là, tout le monde, peut-être ceux qui travaillent quand même dans le domaine, ont un peu de vocabulaire dessus. Donc, le réseau de neurones récurrents, c'est juste des réseaux de neurones artificiels qui utilisent des données séquentielles ou des données de type chronologique, comme les séries temporaires. Et ils sont utilisés dans la résolution de certains problèmes qu'on le connaît, comme la traduction automatique. La traduction automatique. Désolé de t'interrompre, Abdoulaye. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire n'est pas conforme à ce qui est présenté. Donc, peut-être quelqu'un est en train de partager. Hein. Ah, OK. C'est peut-être Tierno dans ce cas. Tierno, tu peux... Voilà, super. C'est bon maintenant? Parfait. Oui, c'est bon. Oui, je disais que tout à l'heure que les réseaux de neurones ont permis de résoudre pas mal de problèmes. Hein. Donc, comme les problèmes de traduction automatique ou de reconnaissance vocale, tout ce qui touche vraiment à des textes séquentiels. Et ils avaient certaines limites, hein, d'où donc on fait appel aux transformers. Parmi les limites, on peut parler, par exemple, le fait de pouvoir paralyser les calculs ou bien le fait de pouvoir peut-être perdre de l'information si on traite des séquences très longues. Ce qui, bon, expose un problème technique qu'on connaît comme le vanishing gradient. Maintenant, comment bon, je passe sur ce slide, ça se résume un peu. Maintenant, comment les transformers sont nés? Donc, peut-être pour définir un peu les transformers, ils sont vraiment nés avec un certain mécanisme qu'ils apportent pour résoudre les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, l'attention, c'est quoi? L'attention, c'est juste un mécanisme qui permet de se concentrer sur des parties de la séquence d'entrée pendant que le modèle prédit la séquence de sortie. Donc, et peut-être pour donner un exemple plus concret, quand par exemple un modèle nous prédit une mangue ou autre chose, un fruit quelconque comme cerise ou autre, donc forcément dans le texte d'entrée, on avait certains mots qui ont des poids très importants qui collent vraiment à ce genre de fruit. Par exemple, si on avait la couleur ou le mot fruit dans ce texte d'entrée, donc forcément le modèle va essayer de trouver une relation entre la sortie et ce qui est mis en entrée. D'où il va prédire donc le mot exact
qu'on attend de lui. Et pour peut-être résumer ça, c'est juste l'attention, c'est juste une certaine manière qui permet de tracer une certaine corrélation ou connexion entre des mots d'entrée et des mots de sortie. Et il y en a 3 types, hein. Peut-être j'en passerai, hein. Ce qu'on appelle le ce qu'on appelle l'attention encodeur-décodeur, le self-attention dans la séquence d'entrée et le self-attention masqué dans la séquence de sortie. Donc, le premier, c'est juste une relation de mettre de l'attention qu'on a défini, la corrélation entre l'entrée et la sortie. L'autre, c'est plutôt, comment dirais-je, c'est un mécanisme qui relie différentes positions d'une séquence d'entrée afin de calculer une représentation de la séquence de sortie en termes de représentation de la séquence de sortie. Et l'autre, maintenant, le dernier qui est le masqué, le self-attention masqué dans la séquence de sortie, c'est plutôt une manière qui est limitée aux mots comment dirais-je, qui se reproduisent avant un mot donné. Donc, c'est un peu ça les différents types de mécanismes d'attention qu'on connaît. Et ce mécanisme d'attention est introduit dans le domaine par le fameux paper qu'on appelle Attention is all you need. Maintenant, ça, c'est un exemple, hein, et ça va peut-être c'est une architecture qui reprend un peu la première type d'attention qu'on connaît, qui est l'attention encodeur-décodeur. Maintenant, le language model, le language model, comme GPT est à la base un language model, donc le language model, on peut le définir, je pense que Delgen a le définir comme un modèle statistique, hein, qui modélise la distribution des séquences de mots, plus généralement des séquences ou des symboles. Bon, ça c'est peut-être pour aller plus loin, dans un langage naturel. C'est-à-dire que l'outil qu'on va construire est obligé de dialoguer avec nous avec la manière dont nous parlons. Et c'est comme la démo que mes amis viennent de mettre en place. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de trouver une manière très évoluée. Même si on lui demande des requêtes SQL, on va lui donner ça sous forme de langage qu'on connaît. Par exemple, seulement une requête qui permet de calculer telle ou telle chose. On n'a pas besoin de changer de la manière dont on parle. Maintenant, pour parler un peu de GPT-3, qui a donné naissance à ChatGPT, GPT-3, donc comme on le connaît, c'est l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer. Donc, un modèle vraiment basé sur les transformers qu'on a définis tout à l'heure. Et c'est un langage de modèle, comme on l'a dit, un modèle de langage qui a été développé, je pense que mes camarades ont eu à le dire aussi, par OpenAI. Maintenant, pourquoi ils ont fait, voilà, on en parle, mais ce n'est pas très récent, c'est juste peut-être avec l'apparition de ChatGPT, je pense qu'aussi avec l'événement de GPT-3, ça avait fait buzz depuis 2018, mais l'important, c'est que comment il a été construit ici, qu'on va essayer un peu d'essayer d'expliquer. Donc, on a parlé tout à l'heure que le ChatGPT lui-même, c'est à la base une version évoluée de GPT-3, maintenant plus commode peut-être, qui donne plus de possibilités aux utilisateurs. Peut-être je vais passer par cette partie et attaquer directement en termes de quantité de données, qu'est-ce qui a été fourni à GPT-3. Donc, en termes de quantité de données, on a dit que c'est un modèle déjà avec 175. Abdoulaye, je ne t'entends pas bien. Je ne sais pas si c'est moi. On entend bien. On l'entend bien. OK. Donc, c'est un modèle vraiment qui avait une taille extraordinaire. On peut dire 175 billions de paramètres et entraîné sur des données qui avoisinent les 570 000 gigabits de texte. Et bon, parmi ces textes, on retrouve vraiment aussi du code, d'où sa possibilité aussi de générer du code, mais c'était vraiment du texte. Et il a précédé le modèle quand même GPT-2 avec quand même qui était une taille plus petite. Donc lui, il a vraiment dépassé dans les 100 fois parce que le modèle GPT-2 amélioré pour donner GPT-3 était de taille de 1,5 billion de paramètres. Et ça, c'est une publication, on a trouvé ces infos sur
sur une publication de l'Université de Stanford. Maintenant, comment il a été entraîné? Donc, ce genre de système demande aussi ce qu'on appelle des techniques comme le reinforcement learning pour pouvoir être un peu autonome. Donc, et le principe du reinforcement learning, c'est quoi? C'est que c'est un domaine de l'apprentissage automatique, mais il s'agit de prendre des actions afin de maximiser la réponse dans une situation particulière. Et on a les inputs comme des raw data qui sont, et cette entrée-là va donner ce qu'on appelle un état. Et c'est ce qu'on a, et cet état-là, c'est ce qu'on appelle l'état initial, à partir duquel le modèle va démarrer. Et après cet état-là, on a une sortie. Mais dans la sortie, c'est quoi? Il existe de nombreuses sorties, comme on le voit ici à l'état, avec différents types, mais il existe une variété, comment dirais-je, et ces sorties-là vont correspondre chacun à un problème particulier. D'où on voit dans le chat GPT, quand on lui donne déjà un modèle, lui, il va trouver quand même la situation qui va ressembler plus à notre contexte pour nous donner la bonne réponse. Et après, il y a l'environnement où le modèle va évoluer, hein, donc avec certaines de ces actions comme le reward. Et le reward, c'est juste punir le modèle en fonction de la sortie. Donc, comment lui faire tourner pour donner une sortie quand même qui va avoir du sens, quoi. Et aussi, il y a un contexte très important à souligner, c'est comment le modèle peut continuellement travailler. Et ça, on parle plutôt de sa politique de sélection, c'est-à-dire le policy, sur laquelle il va fonctionner pour chaque fois, dans un problème particulier, pouvoir donner une réponse équivalente. Donc, c'est sur cette base-là que le modèle ChatGPT a été fine-tuné sur GPT-3 pour donner, comment dirais-je, pour donner maintenant le ChatGPT dont tout le monde parle aujourd'hui. Maintenant, peut-être pour collecter un peu peut-être rapidement sur les différentes étapes. Donc, comment le modèle a été construit. Donc, il faut remarquer qu'aussi, OpenAI n'a pas beaucoup communiqué. Hein, donc, toutes ces informations qu'on a données, c'est vraiment après d'avoir tiré à gauche et à droite et ce que parlent des experts et aussi sur le résumé qu'ils ont donné, car ce résumé, c'est eux qui l'ont fourni dans leur site, hein, et qu'on a parvenu à donner ces infos-là. Donc, ce qu'ils ont pris plus en compte, c'est vraiment le retour des humains, ce qu'on appelle le feedback human. Et dans ce processus, c'est vraiment donc d'où on introduisait l'apprentissage par reinforcement learning. Donc, et, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est vraiment à partir des retours humains que le reinforcement learning pourra se faire pour pouvoir prendre une politique de sélection, ce qu'on a défini tout à l'heure comme le policy, pour donner une bonne réponse à nos questions. Et ce qu'il faut retenir donc, dans l'étape 1 qu'on a parlé tout à l'heure, c'est beaucoup de données, de textes qui étaient collectés avec, comment dirais-je, avec du code, parce que j'ai lu aussi ce matin que c'est là où j'ai eu l'information, hein, que OpenAI a été racheté, je pense, il y a longtemps par Microsoft. Et Microsoft aussi a racheté, je pense, GitHub depuis longtemps. Et d'où, donc, je pense qu'ils ont en profité des projets open source qu'on a GitHub pour avoir un maximum de données de code à donner à ChatGPT, à GPT-3, bon, fine-tuner GPT-3 pour avoir aujourd'hui le résultat qu'on a arrivé aujourd'hui. Donc, en résumé, on peut dire que, comment dire, il faut l'entraînement de ce modèle-là ou de leur pipeline de données a nécessité une politique initiale à partir des démonstrations humaines que les gens ont interagi. Donc, car il n'y avait pas beaucoup de données. Et après, donc, après avoir laissé quand même laisser les humains à annoter ou à donner ou à annoter la quantité de sorties, ce qui représente plus de données
mais les humains sont plus efficaces et afin d'utiliser cela, on peut formuler qu'un modèle de récompense qui va servir à former l'apprentissage par renforcement, d'où on a ce résultat-là. Donc, pour résumer peut-être, je vais m'en arrêter là parce que le temps est un peu plus court. Je ne pouvais pas donc avancer un peu plus sur ça. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de les répondre. Sinon, je donnerai la parole à Abdoulaye Mbodj. Ouais, je pense qu'il y a un et Babacar ont répondu à beaucoup de questions. Il reste une question. Comment ChatGPT est fine-tuné à partir de GPT 3.5? Tu l'as déjà Ouais, je noté. pense que la majeure partie se repose sur le reinforcement learning, hein. Donc, ça, je pense que c'est une question d'Aziz qu'il a posée. Ou aussi Degun Ok. par apporter d'autres explications aussi. Effectivement, en fait, ChatGPT a été, pas ChatGPT, GPT 3.5 a été utilisé ici comme politique supérieure de supervised policy. C'est-à-dire qu'au début, en fait, pour amener ChatGPT, il avait besoin de données. Et ces données-là, il ne pouvait pas laisser les humains les générer directement. Ça risquerait d'être trop lent pour avoir une quantité suffisante. Donc, les chercheurs de chez OpenAI, ils ont trouvé une façon astucieuse en fait, de générer plus de données. C'est-à-dire qu'ils commencent par obtenir une masse de données d'amorçage, donc c'est utilisé comme demonstration code. Et c'est cette petite quantité de données d'amorçage-là qui vont utiliser pour fine-tuner GPT 3.5. Et GPT 3.5 maintenant va être utilisé comme supervised policy pour générer des données d'entraînement. Et ces données d'entraînement-là qui vont être générées ne vont pas directement être utilisées, ils vont être données à des humains qui vont faire du ranking, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de classer les noms selon les qualités de la meilleure à la plus mauvaise. Donc, ils se sont rendus compte qu'il est plus efficient de générer des données de cette façon-là que de les générer manuellement. Donc, par exemple, pour un humain, c'est plus facile de dire que cette phrase n'est pas bonne et correcte que d'écrire lui-même la phrase à la main. Donc, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, ils vont utiliser GPT 3.5 pour générer une quantité importante de données. Et ces données-là vont être classées par les humains comme étant bonnes ou mauvaises. Ensuite, la résultante va être utilisée non pas pour entraîner ChatGPT directement, mais ils vont entraîner un nouveau modèle. Donc, le nouveau modèle, si vous vous souvenez dans le concept d'apprentissage par renforcement, on a un agent, on a un environnement, et l'environnement va soumettre un état à l'agent, et l'agent va essayer de faire une action. Et sur la base de cette action-là, l'environnement va le récompenser. Il dit, OK, cette action-là est bonne ou mauvaise. Et c'est en fonction de cette récompense-là que l'agent va dire, OK, je vais maintenant mettre à jour ma prochaine action pour avoir une meilleure récompense. Donc, ici, GPT 3.5 va permettre de générer les données qui vont nous permettre d'avoir une fonction de récompense. Et cette fonction de récompense-là qui sera après utilisée pour entraîner la politique d'action de ChatGPT. C'est le TDO que vous voyez ici. Donc, c'est cette politique d'action-là qui va guider ChatGPT à donner une réponse. Et vu qu'on a déjà une fonction de récompense, donc à chaque réponse que ChatGPT va donner, donc la fonction de réponse pourra classer directement la réponse pour lui dire que cette réponse-là elle est positive ou elle est négative. Et sur la base de ça, ChatGPT va mettre à jour ces paramètres pour pouvoir donner de bonnes solutions. Donc, ici, la manière dont GPT 3.5 a utilisé, c'est dans la partie du supervised policy. Donc, ça a été utilisé pour entraîner le reward model et le reward model a été utilisé pour entraîner ChatGPT. Donc, on utilise ça à peu près pour distiller en fait la connaissance de l'humain à travers le modèle de rewarding pour pouvoir entraîner le petit OK. Je pense que c'est bon, hein? On peut s'en arrêter là. Il est 13h20. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette présentation. On va vous partager donc tout le contenu, les slides et la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi les sujets que vous souhaiteriez que l'on traite
On va faire beaucoup de webinaires en 2023. On a déjà vos adresses mail. On va vous communiquer toutes les informations à chaque fois qu'on va en organiser un. Et on espère, voilà, on espère avoir le plaisir aussi de vous avoir pour les autres présentations. Merci à tous et bonne journée.